complètement peint en blanc par les forains, mais on a quand même réussi à retrouver des nuances de ton. Voilà une pièce sur laquelle on a simplement ressorti les couleurs du harnachement. Il y a toutes sortes d'arts forains. On peut dire qu'il y a l'art de la musique foraine et l'art de la sculpture, de la peinture foraine. Donc c'est une unité plutôt liée à la fête et non pas à l'art. Et on parle des arts forains. C'est un côté très, très spectaculaire. Et puis il faut savoir quand même que les objets forains étaient des outils de travail, voyager. Donc il fallait qu'ils puissent être transportés, remontés, soient pratiques. Donc c'est une adaptation de choses quelquefois savantes, c'est-à-dire de la grande décoration, des panneaux sculptés. Mais il fallait qu'ils soient légers et démontables. La grande parade. Alors, la fête foraine dresse sur une place son patrimoine de gaieté turbulente et bonimenteuse, avec au bout des lèvres le petit mélodrame de la nostalgie. Rien d'autre pour certains que la musique et les prouesses d'antan. Histoire maintenant d'une petite usine normande qui se transforme en musée. C'était une corderie à Notre-Dame de Bondeville, près de Rouen. Elle a fermé en 1978, mais tout le matériel est resté en place, en état de marche. Deux anciennes ouvrières nous font visiter ce lieu plein de charme où elles ont travaillé pendant toute leur vie. La vallée du Cailly, au XIXe siècle, on l'appelait la Petite Manchester. Des industries de tissage, pour la plupart, s'étaient installées au bord de cette rivière, utilisant l'eau comme source d'énergie. En 1880, à Notre-Dame de Bondeville, la corderie Valois a ainsi succédé à un moulin à papier du 15e, puis à une filature de coton. Au plus fort de sa production, elle employait 45 personnes, en majorité des jeunes femmes. Elle n'était plus que deux lors de sa fermeture en 1978, Lucienne et Suzanne. Oh, comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est beau. Moi, j'avais connu vraiment tout au début que c'était. Hein. C'était ma maison, hein, ça. Et j'ai rentré en 46, fin 46. Ça a fermé le 13 octobre 78. Je me rappelle de la date. Hein. Moi, quand j'ai débuté, on commençait à 7 heures. Bon, puis après, on avait voté pour faire la journée continue. On avait 20 minutes pour manger. On quittait à midi pour reprendre à midi 20. Ici, à partir d'un simple fil de coton, on fabriquait des cordes câblées et tressées, des mèches à briquet ou encore des cordons de bonnetterie. C'était un assemblage de fils qui étaient réunis en 3-4, comme vous voyez, en 3-4 fils pour faire une certaine épaisseur. Le principal, c'est qu'on ait notre diamètre en arrivant au métier, au tournage. Ça sert pour soit les bateaux, soit dans les hôtels, pour faire des cordes pour descendre les escaliers. Et en 46, c'était votre métier à cœur d'année, vous ne bougez jamais de place. Puis après, avec la conjecture, après, il fallait aller à droite, à gauche. Quand il manquait quelqu'un, ben, on retournait là, et puis ainsi de suite. Bon, on n'avait pas le temps de s'ennuyer. Hein. Toute la journée debout, 8 heures debout. Ça, c'était un fil pour la tapisserie au buisson. Puis il y avait la pause café le matin. On faisait vite parce qu'ils venaient nous chercher des mamans. Hein. Vous voyez bien qu'on n'était plus dans nos rangées. Parce que vous savez, on était gamines, on s'est arrangé pour se retrouver dans les boîtes à air. Vous savez, il y a 3 ou 4. Alors quand vous alliez aux boîtes à air, il y a une pancarte à tourner pour pas qu'on se trouve ensemble. À bavacher. À bavacher, forcément. Ça veut dire quoi, bavacher? Ben, on parlait, on se mettait dans les boîtes à air pour parler à 3 ou 4. Discuter, oui. Ça, c'est du rebut. Monsieur Mallet achetait ça presque rien. Et avec ce déchet-là, on faisait un cône. Mais quelquefois, il avait du mal financièrement à acheter du bon fil? Oh, bah oui, surtout à la fin. Comment se passaient les rapports avec les patrons? Le patron, très bien. Ouais. Vous n'avez jamais eu de problème avec le contremaître Non. Pourquoi vous rigolez? Parce qu'on n'était pas toujours d'accord avec. Hein. On lui demandait quelque chose, il disait dis Bibi. Il s'appelait Binard, vous savez. On l'appelait Bibi. Hein. On l'appelait Bibi. Puis il a dit Bibi, le métier ne marche pas. Oh, pas engraissé, t'as qu'à graisser. Alors on mettait de la graisse, forcément, mais le métier ne marchait pas. Ça recrochait. Mais à bout de carton. On remettait à bout de carton. Est-ce que vous étiez bien payé?
Quel lance-pied. Ouais, le SMIC. Oui. Le SMIC. C'était difficile d'avoir une augmentation ici? Oh, bon, demandez pas, hein. Vous demandez pas. Vous n'osiez pas demander? Non. Bon, non, c'est pas qu'on n'osait pas. Vous ne demandez non, pas, non. mais on était à la prime, monsieur. Hein. Une taille modeste, un souci d'économie et un manque d'investissement ont permis à cette corderie de traverser le siècle, alors que des usines plus modernes ont dû fermer plus tôt. Sa transformation en musée lui sauve aujourd'hui son âme. Quand le fils mariait, il y avait Oui, toujours des oui, cadeaux. Hein, oui, oui. Et puis Oui, les oui. anniversaires, quand il y avait une fille qui prenait, qu'on était bien ensemble, vous savez, bon, ben, on achetait une bouteille et puis on arrosait mon anniversaire ensemble. Vous vous souvenez de tous les gestes? Ah oui. Oui. Vous n'avez pas perdu l'habitude? Oh non, ça se perd pas, ça. Hein. Vous aimeriez continuer à travailler? Oh, oui, à travailler là, oui, c'est juste agréable. Hein. On n'était pas malheureux. Non, on était pas C'est vrai, on malheureux. n'était pas malheureux sur tout Non. ça. Hein. On a Jamais, passé ah une non. jeunesse heureuse Oh, là. oui, oui. Un autre métier où l'eau joue un rôle important, c'est la fabrication du papier. Les Chinois ont inventé le papier il y a 1500 ans. Depuis, les techniques ont bien sûr évolué. Mais dans le moulin d'Ambert, on fait toujours du papier à la main, comme autrefois. Le papier est une histoire d'eau. Très pure, très peu calcaire, l'eau du Forez a donné naissance aux moulins de la région. Ensemble, depuis le XIVe siècle, ils accompagnent le papier et les papetiers auvergnats. Une poignée d'entre eux résistent encore à la production mécanique et ignorent toujours la pâte à papier faite de bois. Eux ne conçoivent le papier qu'à travers du vieux linge, du coton, du chanvre ou du lin de préférence. Pour 100 feuilles de papier, 7 kg de chiffon sec et 50 litres d'eau sont nécessaires. Les maillets, activés par la roue à aube, défibrent et raffinent le chiffon en l'écrasant, en le réduisant en bouillie. Après 36 heures, le linge retrouve son état originel, des fibres de cellulose végétale. La pâte, lavée par l'eau de source, est alors versée dans la cuve de travail, chauffée à 30 degrés. Commence alors l'ouvrage proprement dit, les fibres sont puisées à travers un tamis, la pâte devient feuille. Pressée contre un feutre de laine, elle prend consistance, les mêmes gestes transmis depuis des siècles. En voyant au début faire les anciens, petit à petit, on a appris des choses, tout doucement, à faire le papier, après à le coucher, insensiblement. Les feuilles gorgées d'eau sont ensuite mises sous presse 100 par 100 et égouttées au maximum. Le cabestan multiplie l'effort, la pression est d'environ 40 tonnes. Les gestes sont restés rigoureusement les mêmes, exigent une grande maîtrise de soi, maîtrise du geste, de la main, du coup d'œil, un aspect qui semble parfois répétitif, mais qui en fait s'enchaîne d'une façon extrêmement harmonieuse. Le pressage achevé, les feuilles peuvent être délicatement manipulées et séparées des feutres de laine. Les feuilles ont alors besoin d'air, elles sont portées aux étendoirs, sorte de greniers ouverts sur l'extérieur. Elles y resteront 5 ou 6 jours selon les saisons pour sécher le plus régulièrement possible. Elles sont étendues 2 par 2, une astuce pour équilibrer leur humidité interne avec celle de l'atmosphère. Elle est très fragile la feuille, là, parce qu'elle vient juste d'être pressée, donc encore 20% d'eau. Donc très fragile, le moindre pli se remarquera tout le temps. Débarrassé de la moindre aspérité ou définitivement écarté, le papier gagne alors ses lettres de noblesse. Il devient livre d'art, estampe, gravure ou lithographie, autant d'usages toujours d'actualité. Le papier a encore de longs jours devant lui. Par exemple, l'informatique a été
Dans les années 70, on a cru que le papier allait disparaître des bureaux. En fait, c'est tout à fait le contraire. On n'a jamais consommé autant de papier pour les listings, pour tous les tirages informatiques que de nos jours. Le papier fait main cultive sa différence. 400 feuilles, pas une de plus, sortent chaque jour du moulin d'Ambert. Les hommes y parlent chiffon depuis des siècles. La bagatelle ici, le très chaste vertige de la page blanche. Une tradition très étonnante maintenant dans une petite ville du Gard qui s'appelle Sauve. On y fabrique des fourches en bois de micocoulier. Sauve est d'ailleurs le seul endroit de France spécialisé dans ce domaine. On fait pousser les micocouliers et on taille les arbres pour qu'ils prennent la forme des fourches. La nature fait bien les choses, a-t-on coutume de dire. Dans le Midi, elle fournit même à l'homme depuis 9 siècles ses propres outils, en lui donnant un bois dur et flexible, le micocoulier, et une forme, la fourche. Pour cela, la main de l'homme doit certes un peu l'encourager. Gilbert Lachazette est l'un des derniers à savoir cultiver ce qu'on appelle ici un champ de fourche. Ici, et ça va faire une paire de fourches. Il y a 2 solutions pour faire fourcher. Il y a la fleur de lys qui fait 3 bourgeons. Dans le même bourgeon, il y a 3 bannes. C'est naturel, là. C'est la plus jolie fourche, celle-là. Et puis alors, il y a la banette. Les fourches légères formées. Petites, mais formées. Plus bas. Pour faire une bonne fourche, il faut 6 à 8 ans. Une taille régulière, le réblacage, pratiqué en hiver et en été, afin d'orienter les branches et d'obtenir le diamètre voulu. Seulement voilà, depuis plusieurs années, autour de Sauve, les champs de micocouliers sont laissés à l'abandon. La fourche en bois ne se vend plus et l'artisanat qui la produisait périclite. Pourtant, cette production artisanale avait trouvé son créneau dans cette ancienne cité médiévale du Gard. Sur cette route qui reliait l'Atlantique à la Méditerranée, on vendait des fourches dans toute l'Europe, et ceci grâce à ce qui fut la première coopérative et mutuelle de France. Le propriétaire porte les fourches quand c'est le moment voulu en sève retirée. On les scie à 1,20 m et on met le feu dans le four, là, et on les fait chauffer dans le four. Et il faut que la sève coule. Quand la sève a coulé, la fourche est prête à peler. Si le micocoulier nous vient, paraît-il, de Chine, la technique de fabrication, elle, aurait été introduite par les Arabes au 8e siècle. Le bois vert doit être impérativement travaillé dans les 8 jours qui suivent la coupe, effectuée au début de l'hiver. Il est ensuite assoupli et redressé autour de la potence. Les 3 becs sont ensuite glissés dans un moule, l'échelle et la fourche, encore tiède, est finalement coincée dans ce qu'on appelle ici le métier, afin de lui donner sa cambrure définitive. Une fois refroidi, le métier, on va là, et on y met des morceaux de bois, des cougniers qu'on appelle nous, avec des morceaux de bois, pour pas que la fourche travaille quand elle sera dans le four en cuisson. Dernière opération, la pose de la cravate. Une lanière humide donnera à la fourche de Sauve sa signature avant d'être cuite à la fumée pendant 18 heures. Après la guerre, on en, je sais pas, 40 000 on en faisait. Il y avait 3 fours qui marchaient, on était une douzaine tout l'hiver. Cette année, je sais pas combien on en a fait, 450, 500, je sais pas exactement. Quoi. Enfin, quoi, c'est en régression, quoi. Seulement, il y a du monde qui les achète pour décorer la maison, ou le couloir, ou une salle à manger, vous voyez. Pour que la fourche de Sauve ne tombe définitivement dans l'oubli, une association s'est donnée pour objectif la création d'un écomusée avec le maintien de la production de fourches à un seuil minimum. Les maîtres fourchiers à la retraite se dépêchent de transmettre leur savoir aux plus jeunes dans l'attente de nouveaux débouchés. Autrefois, les industries lainières, les écuries royales et un important marché, l'Algérie. Aujourd'hui, les touristes et un client qui lui est toujours resté fidèle, le cheval. La fourche en bois étant le seul instrument qui ne risque ni de blesser, ni d'effrayer l'animal. La nature fait décidément bien les choses. Autrefois, le cheval aidait souvent aux travaux des champs. C'était le cas par exemple en Normandie où on l'utilisait pour entraîner les pressoirs. Quelques producteurs de cidre utilisent toujours les anciennes méthodes. À Soumont-Saint-Quentin, dans le Calvados, le pressoir date du XVIIe siècle
et il fonctionne toujours. Si Dieu avait planté le jardin d'Éden dans un verger de Normandie, Adam et Ève se seraient sans doute très vite aperçus que la pomme à cidre n'est pas franchement bonne à croquer. Ouais. Vous voyez, c'est le goût tout à fait désagréable dedans. C'est un goût, comment, amer? Amer d'une part et un mauvais goût, quoi. Pour commettre le péché originel, le couple biblique aurait alors attendu un peu, le temps d'une petite fermentation. Jean Lemonnier et son fils n'ont certes pas vécu les premiers temps du cidre. On en fabriquait dès l'Antiquité. La jument Lisette non plus. Mais le tour à piler, lui, depuis 3 siècles, en a vu passer, tomber et broyer des pommes et des pommes et des pommes. Voilà, là maintenant le marc est presque prêt. Hein, et ce n'est pas comme le raisin, le jus reste dans le marc. Les quelques 190 variétés de pommes à cidre, il les a peut-être toutes connues, ce vieux pressoir. Toutes pressées, avec toujours cette paille de seigle qui permet de maintenir les couches de fruits. Et toujours taillée dans un orme centenaire, cette longue poutre appelée le mouton. 1,5 tonnes qui tasse et qui force sur le marc pour en sortir tout le jus, tout le sucre, tout le parfum. C'est qu'on tire le tanin de la pomme parce que c'est plus long à se fabriquer qu'avec les presses hydrauliques. La presse hydraulique, le marc est encore tout blanc quand il ressort des toiles, alors que là, nous, le marc est rougi et le tanin de la pomme est parti dans le cidre. S'il conserve la vieille méthode de fabrication, Jean Lemonnier collectionne aussi, dans son petit musée de la vie rurale, des centaines d'objets anciens. Il y a d'autres qui aiment écrire, d'autres qui aiment chanter, d'autres qui aiment faire autre chose. Évidemment, il faut pour tous les goûts, quoi. Et vous, c'est conserver ces outils anciens, ces voilà, appareils et anciens. même les restaurer. Cet alambic a plus d'1 siècle. Avec son cidre, Jean fabrique aussi du calvados. Il faut un feu qui soit toujours continu, parce qu'autrement ça chaufferait trop dur et on fait du mauvais travail quand ça va trop vite. Après 2 passages, le calvados sortira autour de 65 degrés. Vieilli en fût de chêne, il gagnera sa belle couleur ambrée qui aurait sans doute poussé Adam et Ève à commettre bien des péchés. La loi divine est ainsi faite. Les vapeurs d'alcool montent à la tête, tandis que les pommes tombent dessus. Un autre beau moment dans la vie des régions, ce sont les vendanges. Certaines familles de vignerons élèvent aujourd'hui encore leur vin exactement comme autrefois. Nous partons en Bourgogne, à Gevrey-Chambertin. Je suis né à Gevrey-Chambertin, j'ai jamais bougé du pays, j'ai jamais changé et je me plais ici, j'aime mon village. Mes parents ne voulaient pas que je fasse le vigneron pour la bonne raison, c'est qu'à l'époque ils mouraient de faim, ils ne vendaient pas bien le vin et moi j'aimais vraiment ça, j'ai voulu en faire mon métier. Ça a été, on peut dire, une passion. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce métier que j'ai toujours adoré. C'était il y a quelques siècles. Christophe Colomb n'avait pas encore atteint l'Amérique. Les bourgeois remuaient déjà les cuves à l'aube de chaque journée de vendange. Depuis, à quelques détails près, le rituel est respecté. L'usage veut que le café soit noir, que les bottes soient étanches, que les cirés soient importés de Bretagne et que chacun aiguise son sécateur à tour de rôle. Sur le domaine de la famille Bourgeot, les vendanges tiennent aussi de la course d'orientation. 4 hectares de vignes, morcelés par la grâce d'un cadastre séculaire et mystérieux, en 22 parcelles lilliputiennes, noyées au milieu d'autres vignes, auxquelles il ne faut évidemment pas toucher. Vous enlevez le sec et le pourri hein, quand il y en a, hein, surtout. Hein. C'est tout. Viens, voilà, dedans. Vincent Bourgeot, le dernier de la lignée,
Adolescent, il a failli commettre l'acte sacrilège, abandonner la vigne et quitter le village. Ma vocation, c'était d'être pilote de ligne, pilote de chasse ou pilote de ligne. La famille travaille dans la vigne depuis le XIIe siècle. Donc c'est vrai que si je m'étais orienté ailleurs, ça aurait été peut-être un petit peu dommage, quoi. Le premier repas de la journée des vendangeurs, entre deux averses, camembert, jambon persillé, vin à volonté. Ce qui fait surtout la typicité du vin, c'est la terre, la composition de la terre. C'est pas parce que vous allez transplanter un cep de vigne du même cépage sur un coteau aux États-Unis qui va donner obligatoirement la même chose. Ça n'a strictement rien à voir. Finalement, c'est un métier assez noble et puis, comme disent certaines personnes qui peut-être exagèrent un peu, c'est un peu de l'art, quoi. C'est vrai, on sort un produit qui demande quand même pas mal de subtilité dans son élaboration. À présent, un voyage surprenant au fond d'une mine d'ardoise dans le centre-Bretagne, à Maelcarré. L'ardoise, c'est ce qui donne tout son cachet au paysage breton, avec ses maisons de granit ou ses vieilles chapelles. Mais il faut d'abord l'extraire, la débiter et la tailler avant de la poser sur les toits. L'une des plus belles et des plus vieilles tuileries de France se trouve dans la Seine-et-Marne, du côté de Nemours. C'est la tuilerie de Bézanleu, à Trezy-le-Velay. Comme au siècle dernier, on y fabrique des tuiles, des briques et des carrelages. Et quand on fait le grand feu pour la cuisson, c'est toujours la fête. C'est une histoire de terre et de feu. Et c'est l'histoire d'une passion. Mais pas seulement la passion des choses anciennes, le goût pour les murs patinés par le temps et les vieilles tuiles sur les vieux toits. Une passion vivante, comme la terre et le feu. Au XVIe siècle, une tuilerie occupait déjà le site de Bézanleu. La fabrique appartient à la même famille depuis 1830. Elle s'était arrêtée. Le feu brûle à nouveau. Tant qu'elle était vivante, qu'elle était dans la famille, que ça marchait, je la regardais d'un œil, quoi. Et puis c'est quand elle s'est arrêtée de fonctionner, puisque mon grand-père était très âgé, il s'est arrêté de travailler à 78 ans. Et quand je venais le voir les week-ends, puis je voyais qu'il n'y avait plus d'activité, que tous les bâtiments étaient là, que c'était mort, c'est à ce moment-là que ça m'a fait un choc et que j'ai décidé de la faire revivre. Alors Dominique devient tuilière. Elle apprend, aux côtés de son grand-père, comme lui-même avait appris de ses aïeux, ce métier qui obéit plus à des gestes qu'à des règles, comme pour le dosage de l'eau.